Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous me l'avez demandé assez souvent sur Instagram quand c'est que les vidéos Zoom allaient reprendre. Parce que c'est vrai que je vous ai proposé ce concept de vidéo mais il n'y en a qu'une qui est sortie sur Magic Kingdom. Ben voilà, aujourd'hui c'est la deuxième, ça y est, on reprend les vidéos un peu à la maison comme ça. Donc c'est parti pour le Zoom sur Epcot. Allez, deuxième vidéo sur ce nouveau concept. Ce sont donc les zooms sur des parcs que j'ai visités. Et le premier était un zoom sur Magic Kingdom comme je vous ai dit en intro. Et là aujourd'hui on va parler d'Epcot. Epcot c'est quoi? C'est un parc d'attractions que vous retrouvez à Walt Disney World. Et c'est un parc d'attractions qui lors de ma première visite nous a pas forcément intéressés. Voilà, au début, à la toute première visite quand on est allé, ça fait maintenant 8 ans je crois, on s'y est pas trop intéressé. On a fait le Future World, je vais vous détailler après, hein, donc vous comprendrez, mais il y a deux parties. On a fait le Future World un peu sur toutes les attractions, tout ça. En fait à l'époque on était vachement attractions et il n'y a pas énormément d'attractions là-bas. Donc c'est peut-être pour ça que ça nous a pas intéressé. On a changé d'optique, on a changé de façon de voir les parcs entre temps. Et après tout ce qui est autour du lac, donc tout ce qui est le World Showcase, on avait fait même pas la moitié. Je crois qu'on avait fait 3 pavillons, pas plus. Et on était parti, on avait fait qu'une demi-journée à ce parc. Donc on s'était pas trop intéressé. Et la dernière fois quand on y est allé, ben moi j'ai eu un coup de cœur pour ce parc. Parce que on est rentré un peu plus en profondeur dans le parc. J'ai ma passion qui a grandi aussi pour Disney, de par les vidéos aussi. Et c'est vrai que je me suis un peu plus intéressé et que maintenant je recherche moins tout ce qui est attraction, mais je recherche tout ce qui est magie, tout ce qui est Disney en fait, la touche Disney, la patte Disney, et elle y est là-bas, elle y est partout dans les boutiques, dans les décors, dans les jardins, donc voilà, donc ce parc m'a beaucoup plu. D'abord ce qu'il faut savoir c'est que Epcot, ce mot là ne veut rien dire comme ça. En fait c'est un anacronyme et c'est l'anacronyme de Experimental Prototype Community of Tomorrow. En français c'est le prototype expérimental de la communauté de demain, voilà, du futur. Et en fait à l'origine c'était un projet de ville imaginé par Walt Disney, une ville du futur idéale qui produirait sa propre énergie, ses propres ressources en autosuffisance sans avoir besoin de sortir de la ville. Voilà, il y aurait eu des plantations, il y aurait eu le travail, les écoles. C'était vraiment une ville futuriste avec des transports propres. Voilà, une ville qui se suffirait à elle-même et qui marcherait toute seule sans qu'on ait besoin de faire rentrer des produits ou des personnes qui viennent de l'extérieur ou quoi pour travailler. Voilà, une ville autonome. Après le décès de Walt Disney, le projet est devenu le parc à thème que nous connaissons aujourd'hui et qui a ouvert le 1er octobre 82. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux parties vraiment significatives avec plusieurs micro-parties dedans, mais il y a deux parties significatives dans ce parc. Il y a le Future World qui représente donc l'entrée du parc, c'est vraiment une zone qui est à l'entrée du parc. Vous rentrez par le Future World et puis après vous arrivez à un grand lac et tout autour de ce lac c'est la deuxième partie et c'est donc le World Showcase. Alors à l'origine ce parc ne devait pas être comme ça. Il y a eu deux équipes en fait. Il y a eu deux équipes d'imagineers. Certains imagineers qui voulaient que ce parc représente les dernières technologies. Voilà. Et une autre catégorie, une autre équipe d'imagineers qui eux préféraient exposer des cultures et des œuvres internationales. À un moment, les deux maquettes du parc futuriste et du parc international ont été réunies et c'est ce qui a donné aujourd'hui Epcot Center. Voilà, le Center est parti avec le temps, c'était le nom de ce parc à la base pour rester juste Epcot et qui est donc ce parc aujourd'hui qui mêle le côté futuriste, progrès, dernière technologie et le côté international avec la culture de différents pays, des œuvres de différents pays.
L'emblème du parc, tout le monde connaît cette boule, voilà, comme vulgairement on peut l'appeler, qui est une géode et qui abrite une attraction, une très belle attraction, Spaceship Earth, on en reparlera après, plus tard. Et cette attraction dure 13 minutes, c'est une des plus longues attractions de Disney. Donc voilà pour le côté un peu historique de ce parc. On va rentrer un peu plus en détail pour les attractions, les restaurants, les boutiques, les personnages, voilà, tout ce que vous pouvez faire et qui à mon sens est sympa de faire. On n'a pas fait tout le parc parce qu'il y a beaucoup de choses. Pas forcément des attractions, mais des animations, des choses à voir. On n'a pas pu tout faire parce que c'est vraiment très grand. Mais je vais vous parler vraiment de ce que je connais et de ce qu'on aurait aimé faire, qu'on avait prévu de faire, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, notamment pour les restaurants. Mais c'est des restaurants qu'on aimerait faire et qu'on fera sûrement si un jour on doit y retourner. Donc je vais vous en parler là dans cette vidéo. Donc vous avez bien compris, il y a deux parties différentes. Le Future World basé sur le futur, les nouvelles technologies, le progrès, tout ça. Et le World Showcase qui est un tour du monde en fait autour de ce lac. Vous avez donc les cultures et les œuvres internationales qui sont représentées. Et il y a plusieurs pays. Il y a le Canada, la Grande-Bretagne, la France, le Maroc, le Japon, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la Chine, la Norvège et le Mexique. Voilà, il y a 11 pays. Il y a un petit coin outpost qui pourrait faire penser à l'Afrique, mais c'est pas vraiment développé. Je crois qu'il doit y avoir un ou deux cool posts ou des endroits pour prendre à boire, tout ça. Mais je pense tout simplement que c'est pas développé parce que le côté Afrique est beaucoup plus développé à Animal Kingdom. Voilà, donc pour pas qu'il y ait de doublons, je pense qu'ils ont fait ça. Mais voilà en gros donc le World Showcase ce que c'est. Donc maintenant on va s'intéresser à ce vraiment qui vous importe, je pense le plus, c'est les attractions à ne pas louper. À mon sens, attention, c'est toujours à mon sens, peut-être que certains d'entre vous qui connaissent le parc, mais ces attractions ne vous plaisent pas. Peut-être que moi les attractions que je vais vous dire de laisser de côté, peut-être que vous les adorez. C'est mon avis, donc vous en prenez, vous en laissez, vous faites comme vous voulez. Donc attraction à ne pas louper à mon sens, ben, la première c'est Spaceship Earth. Voilà, c'est donc dans cette boule, dans la boule d'Epcot, dans cette géode que se trouve donc cette attraction qui est un omnimover. Et vous rentrez donc dans ces wagonnets. Ce qui est très intéressant, il y a deux choses. Déjà, vous pouvez choisir votre langue. C'est tactile en fait et vous avez la possibilité de choisir votre langue. Vous mettez... Est-ce qu'on mettait des écouteurs ou est-ce que le son sortait? Non, je crois que le son sortait de derrière, on ne mettait pas d'écouteurs. Et vous avez donc l'histoire racontée dans votre langue. Donc ça déjà, bravo. Bravo parce que aux États-Unis, ben, on peut avoir quelque chose dans notre langue. Mais pourquoi ça a un sens? C'est parce que cette attraction traite de la communication. Donc forcément on parle de communication. Si tu veux que le message y passe, ben dans la communication il y a aussi des différentes langues. Donc c'était important de mettre toutes les langues. Donc c'est très sympa et vous voyez la communication au fil de l'histoire en fait. Vous voyez la préhistoire, les dessins dans les grottes préhistoriques. Vous voyez aussi les Égyptiens avec l'écriture sur le papyrus. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les Romains avec les calculs. Voilà, et vous voyez toute cette évolution là jusqu'à arriver à l'évolution, la création du téléphone, de la télévision. Et pour finir avec donc l'ère, pas d'aujourd'hui, mais ceux qui nous on connaît un peu plus, l'ère des ordinateurs, le numérique. Et je trouve ça très sympa. Donc vous avez des animatronics, vous avez de très beaux décors, vous avez de très belles scènes. Avec de beaux éclairages. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette attraction. On l'a faite qu'une seule fois. Je l'aurais refaite sans problème. Sans problème. C'est vraiment une attraction que j'ai beaucoup aimée. Et ben, que vous retrouvez que là-bas. Et pour moi, comme je vous avais dit dans la vidéo sur Magic Kingdom, avec le carrousel du progrès, c'est une attraction purement Disney. Voilà, c'est tout ce que Disney sait faire. Avec de beaux animatronics, avec des beaux décors, avec une histoire, une storyline. On part quand même de la préhistoire jusqu'à arriver à notre ère et on traverse tout ça et on est témoin en fait, on est spectateur et on est témoin de tout ce qui s'est passé pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Ça va plaire aux enfants parce que
Mais parce qu'il y a des choses à regarder et ça va plaire forcément aux adultes parce que nous ça nous parle quoi. Nous forcément ça nous parle, il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a du fond en fait, il y a vraiment du fond dans cette attraction. Deuxième attraction à ne pas louper pour moi, c'est Mission Space. C'est une folie, j'adore cette attraction. C'est une attraction à sensation forte, voire très forte, voire extrême. Voilà. C'est une centrifugeuse. C'est un simulateur, comme si vous alliez dans l'espace en fait. Il y a 2 niveaux, heureusement, comme ça vous pouvez faire si jamais vous êtes un peu malade ou quoi, ou si vous craignez, si vous n'aimez pas tout simplement les sensations fortes. Il y a 2 niveaux, le niveau vert qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus léger, light, beaucoup plus accessible. Voilà, merci Nino de trouver les bons mots. Donc le niveau vert qui est beaucoup plus accessible et moins sensationnel. Et je crois que le niveau vert, vous faites un voyage autour de la Terre. Je crois que c'est juste ça. Vous partez, il y a quand même des petites sensations. Hein. Vous n'allez pas rester... c'est pas un film que vous allez regarder, par exemple. Vous êtes quand même dans la centrifugeuse, ça tourne, mais beaucoup moins. Vous allez être collé au siège au moment du décollage, mais pas beaucoup et pas longtemps. Et puis après, vous restez longtemps en lévitation autour de la Terre. Et là, vous voyez donc notre planète. C'est vraiment très très joli. Vous embarquez, que ce soit celle-là ou la version orange, qui est la version extrême. Vous embarquez à 4 et chacun a un rôle. Il y a le pilote, le copilote, il y a le commandant. Enfin, je sais plus exactement les termes parce qu'évidemment là les termes sont en anglais. Mais chacun a un rôle avec des petits boutons à actionner. Si vous actionnez pas les boutons, il n'y a aucun effet, l'aventure continue quand même. Mais c'est très sympa. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre il ne faut pas être claustro. Parce que l'écran est très près. En fait, vous vous asseyez dans cette espèce de capsule à 4. Donc vous avez une rangée de 4. Et vous avez le devant en fait qui vient vers vous. Un peu comme Buzz l'éclair à Disneyland Paris. Où vous avez le plastron là qui vient vers vous. Sauf que là c'est tout l'écran en fait qui se rabat vers vous. Donc vous allez avoir les poignées qui vont arriver. Vous êtes attaché comme sur Space Mountain à l'époque. Hein, comme dans un coaster. Voilà, vous êtes attaché comme ça. Et vous avez donc l'écran, vous avez tout qui arrive à la cabine. Et du coup, vous êtes quand même à l'étroit. Vous êtes à l'étroit, moi ça me pose aucun problème. Vous avez l'écran devant vous. Vous avez de l'air, hein, c'est très très bien aéré. Il n'y a aucun souci. Je pense qu'il doit y avoir des caméras ou des surveillances pour si jamais il y a quelqu'un qui fait malaise ou quoi. Il faut un arrêt d'urgence. Donc je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes quand même assez à l'étroit. Donc là... L'expérience verte, je crois que c'est autour de la Terre. Et l'orange, alors je sais pas, je suis pas sûr qu'elle soit plus longue, peut-être. Elle est beaucoup plus puissante au niveau du décollage. Alors là, vous prenez, je sais pas combien de G dans la gueule. Vous êtes collé au siège, c'est impressionnant. Et ça dure longtemps, la poussée dure longtemps. Et là, c'est Mission Mars, je crois. Parce qu'on finit, on atterrit sur Mars. Donc on voit plusieurs planètes, on se balade. Je crois qu'à un moment donné, on doit avoir une attaque de météorites. Il me semble de mémoire, je l'ai fait 2 fois. La première fois qu'on est allé et là la dernière fois. Mais Amélie ne le fait pas. Donc du coup j'ai dû le faire tout seul. Et c'est pas intéressant. Autant le vert, on l'a fait à 2. On aurait pu le refaire. Mais bon, Amé une fois ça lui suffit. Mais l'orange, je suis tout seul. Donc voilà, je l'ai fait parce que j'aime bien. J'aime beaucoup cette attraction. Mais voilà, je ne l'ai pas fait 2 ou 3 fois parce que c'est pénible. Et c'est dommage parce qu'en plus, il n'y a pas de monde. Franchement, il n'y a pas d'attente. Donc vous pouvez y aller, ne prenez pas de fast-pass, tout ça. Allez-y, il n'y a pas d'attente. Sur Spaceship Earth, par contre, il y a un peu plus d'attente. Parce que déjà, l'attraction est à l'entrée. Et qu'elle est quand même populaire. Mais c'est un omnimover, donc c'est comme Buzz l'éclair, c'est comme Phantom Manor. Ça avance quand même relativement vite, donc n'ayez pas peur si vous voyez beaucoup de monde, si vous voyez une file d'attente assez longue, vous pouvez y aller parce que ça avance quand même et pas besoin de fast-pass pour ça, honnêtement. Et donc la mission orange, ouais, elle est puissante, elle est violente, hein, mais et si vous aimez les grosses sensations, allez-y, vous allez vous régaler. Troisième attraction à ne pas louper, à mon sens, c'est Test Track. Alors Test Track, c'est une expérience très très sympathique. Parce que dès le début de la file d'attente, l'attraction commence. Parce que vous allez pouvoir choisir votre véhicule, le paramétrer au niveau des vitesses, au niveau des options que vous voulez, tout ça. Pour au final, après, faire votre test de voiture
Et donc vous faites votre parcours. C'était à la base, c'est la deuxième version là, de cette attraction. Au début c'était dans le style crash test en fait, où on testait les véhicules pour voir s'ils freinaient bien, s'il y avait des bons réflexes au niveau de la direction, au niveau des phares, au niveau de la vitesse à la fin. Donc voilà, c'était ça. Ça a changé, c'est un peu dans l'esprit de Tron. Alors c'est pas Tron, mais vous voyez il y a beaucoup de néons, beaucoup de voilà ces couleurs là un peu futuristes. C'est très sympa. Moi je trouve ça très sympa. Et le clou du spectacle vraiment c'est quand on sort et qu'on fait ce parcours là à grande vitesse. Je crois qu'on est à 90 km/h, pas loin. C'est impressionnant. C'est court mais c'est intense et c'est pas mal. C'est à peu près le même circuit que l'attraction Radiator Spring Racer à Disneyland Resort à California Adventure. Sauf que là-bas, la voiture va plus doucement. Je crois qu'elle est à 70 ou 75 km/h. Là où à Test Track, c'est à 90 km/h. Et franchement, ben, on sent la différence. Et c'est beaucoup plus kiffant d'aller plus vite, personnellement. Cette attraction, je vous conseille de la faire en single ride. On ne l'a pas fait une seule fois en file normale avec Amélie. Donc c'est dans la file normale que vous pouvez donc paramétrer votre véhicule. Nous on l'a pas fait ça, on l'a pas fait. Ça y est aussi dans la file single ride, sauf que le problème, ce qu'il y a dans la file single ride, c'est qu'il n'y a personne. Donc oui, vous voyez les stands où vous pouvez paramétrer, sauf qu'il n'y a personne devant vous. Donc vous faites quoi? Est-ce que vous perdez du temps à paramétrer votre véhicule ou est-ce que vous tracez vers l'attraction? Ben nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé. Voilà. Et l'inconvénient de la single ride, c'est que vous risquez d'être séparé avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes 10, vous serez forcément séparés. Voilà, si vous êtes un groupe, vous serez forcément séparés. Mais nous, personnellement, on a préféré être séparés, faire l'attraction quand même, mais ne pas attendre 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, on peut profiter d'autres choses aussi. Et c'est super bien tombé parce qu'à chaque fois, on était ensemble. Alors soit moi je montais devant, Amélie derrière, soit l'inverse, mais on était toujours dans le même véhicule. C'est des véhicules à 6 places, 3 devant et 3 derrière. Donc à chaque fois on était ensemble. Et il y a même une fois où on était à côté. Voilà, parce qu'il y avait une personne toute seule qui avait fait la queue. Alors cette personne ne devait pas connaître des single ride. Parce que t'es tout seul, single ride, tout seul. Mais fais single ride en fait. Mais bon. Il devait y avoir une personne toute seule. Et donc on est monté à côté d'elle. Donc on était côte à côte. Et cette fois-là, on était arrivé. Ben, on a embarqué de suite. Il n'y a quasiment pas d'attente. Donc ne prenez pas de fast-pass pour cette attraction. Prenez vraiment la single ride. C'est hyper pratique. 4e attraction à ne pas louper à Epcot, mais au Future World. Je vous parle que du Future World et je vous parlerai du World Showcase après. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Mais là je me concentre que sur le Future World. Donc la 4e c'est Soaring Around the World. Soaring se trouve de l'autre côté, à l'opposé de Mission Space et de Test Track. Elle est dans un bâtiment qui s'appelle The Land. Et Soaring, ben, c'est 2 simulateurs de vol. Voilà, c'est une attraction qui est très connue dans les parcs Disney. Et elle est sympa. Elle est sympa, la technologie est bien, c'est impressionnant. On l'a faite 2 fois là, la dernière fois qu'on y était allé. À chaque fois on se retrouvait le rang de devant. En fait vous avez 3 niveaux de planeurs, hein, ou de sièges, 3 rangées, mais si vous voulez qu'ils descendent, donc le premier, le deuxième et le troisième, donc vous vous asseyez, c'est au sol, et hop, et après ça monte, donc le rang de devant c'est le plus haut, celui du milieu se retrouve au milieu, et celui de derrière se retrouve au plus bas. Et nous à chaque fois on était devant, donc on était au plus haut, et je vous promets qu'il y a des moments, notamment quand on passe sur l'Himalaya je crois, il y a des moments où c'est vertigineux et franchement moi je me collais en arrière parce que j'avais un peu peur de tomber quoi. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de possibilité de tomber. Mais c'est cette sensation là et les sensations sont bonnes, les images sont belles, vous avez des odeurs. Vous avez des odeurs, à un moment donné vous survolez un troupeau d'éléphants je crois. Vous avez cette odeur de terre qui vous arrive là. Quand vous êtes au-dessus de l'océan, tout ça, vous avez des odeurs marines. Enfin, vous avez des odeurs subtiles. Vraiment, c'est pas un parfum qu'on vous, qu'on vous vaporise à la gueule. C'est vraiment quelque chose de subtil et ça fait très réel en fait. Ça rend l'expérience vraiment réelle.
Et enfin, dernière attraction à mon sens qui est intéressante à faire à Future World, c'est Journey into Imagination with Figment. Voilà, dans le même esprit que Spaceship Earth et dans le même esprit que le Carrousel du Progrès à Magic Kingdom. C'est un Omnimover, c'est un parcours où vous suivez Figment, ce petit dragon violet emblématique d'Epcot. Et alors l'attraction, comment dire, si j'avais fait l'attraction il y a 8 ans, on l'avait pas fait la première fois qu'on est allé, mais si je l'avais faite cette attraction, je pense que je l'aurais trouvé complètement naze. Honnêtement, je l'aurais trouvé complètement naze. Parce que je pense que je n'étais pas assez initié aux attractions Disney, à l'univers des parcs d'attractions Disney. Et surtout parce que à l'époque, je recherchais des sensations, des parcs d'attractions, je recherchais vraiment des attractions, des sensations. Et je recherchais des thématisations Disney. Là, clairement, il n'y en a pas. Mais c'est ce qui aujourd'hui me plaît. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que j'ai changé quand même mon regard sur les parcs Disney. Et cette attraction, elle est dingue. Elle est dingue parce que vous suivez Figment, ce petit dragon, avec un scientifique. Et vous le suivez dans ses expériences où vous allez tester vos 5 sens. Vous avez la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Donc moi, on est rentré dans cette attraction en fait. Et on s'est dit, bon ok, on va faire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Comment est-ce que ces 2 sens, on va pouvoir les tester? Moi, déjà, je suis allé dans cette attraction au départ. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Mais en fait, tout ça, c'est juste un prétexte pour vous amener. Donc oui, au départ, je crois que vous testez l'ouïe, vous testez la vue et l'odorat aussi, parce que sans vous spoiler, mais c'est ça qui, je pense, à un moment donné, je me serais dit, mais attends, cette attraction est naze. À l'époque, j'aurais trouvé naze. C'est que vous avez Figment, donc ce petit dragon tout mignon et farceur, et il fait plein de bêtises, qui à un moment donné, il pète. Voilà, il pète et bon, voilà. C'est un peu potache, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est marrant, moi ça m'a fait rire. Et ça fait rire beaucoup de personnes. Et à un moment donné, on s'esquive, hein. On bifurque du parcours de l'attraction pour aller vers l'imagination de Figment. C'est d'ailleurs le titre de cette attraction, le nom de cette attraction, c'est Journey into Imagination. C'est voyage dans l'imagination. Et là, vous rentrez dans le monde de Figment et dans son imaginaire. Et c'est indescriptible, il faut faire cette attraction pour le voir. Mais donc c'est un parcours avec des audio animatronics, tout ça. Mais vous avez une maison à l'envers, avec la baignoire à l'envers. Vous avez des arcs-en-ciel, vous avez des murs qui tombent et qui dévoilent un nouveau décor derrière, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Comme quoi, en fait, avec l'imaginaire, avec l'imagination, tout est possible. Tout est possible. Et on est dans un univers complètement fou et farfelu. Il y a une musique qui résonne et qui répète et qui est très très entêtante. Et cette attraction est complètement what the fuck. En fait, c'est ça. Cette attraction, à partir de ce moment-là, est complètement what the fuck. Mais moi, elle me plaît beaucoup. Moi, elle me plaît beaucoup et c'est encore une fois une attraction purement Disney à mon sens. Maintenant, les attractions à laisser de côté. Il y en a deux. Il y a Living with the Land qui se trouve dans le bâtiment The Land où il y a Soaring. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et Living with the Land, c'est quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. On l'a faite. On l'a faite en fait pour vous dire la première fois où on y est allé. On est rentré dans le bâtiment. On allait faire Soaring. Et on a vu Soaring, on a dit oh là 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 là, il y avait 2 heures d'attente, tout ça. Et on a vu cette attraction qu'on ne connaissait pas, Living with the Land, 10 minutes. Mais écoute, viens, on va faire ça, ça sera fait. Et puis après, on fera Soaring. En fait, vous traversez des serres. Vous voyez des tomates pousser, des légumes un peu chelous en plus. Vous voyez des poissons, voilà. Donc c'est... Alors le message doit être intéressant, mais bon c'est en anglais, donc voilà, je ne m'étais pas intéressé à l'époque. Je pense que c'est
vraiment sur la production saine de, voilà, de nourriture, de la plantation des légumes, des fruits, tout ça. Mais en fait c'est tout quoi. Et vous passez dans une serre, à un moment donné il fait 48 degrés, vous voyez des bassins avec des poissons, c'est tout ce que j'ai retenu. Donc franchement, non, moi j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout kiffé cette attraction. Et après une attraction que je vous déconseille de faire, pas parce qu'elle est pas bien, mais parce que ce qu'il y a dedans nous dérange. Si vous avez vu les vlogs à Epcot, vous devez être au courant. C'est The Sea with Nemo and Friends. Alors c'est quoi? Vous montez dans un petit coquillage et vous êtes dans les aventures de Nemo avec donc ses amis. Vous avez Dory, vous avez les tortues, vous avez les requins, vous avez... voilà. L'attraction est pas mal faite au début, la fin est pas mal non plus, parce que vous avez des vrais aquariums avec des vrais poissons, et sur cet aquarium sont incrustées les images de Nemo et de Dory. Donc vous avez vraiment l'impression de voir un vrai aquarium avec Nemo qui est vraiment dedans, alors que c'est une incrustation vidéo. Mais c'est pas mal. Mais ce qui nous déplaît, nous, avec Amélie, c'est que il y a encore aujourd'hui, en 2021, des animaux qui n'ont rien à faire là-dedans. Il y a des dauphins qui sont dans des aquariums, qui n'ont rien à faire là. Il y a des lamantins qui sont là. Alors c'est un animal emblématique de la Floride. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un aquarium? Qu'est-ce qu'il fout? Il y a une animation où vous pouvez voir les soins d'un lamantin. Je suis allé voir par curiosité. Je vous promets, le bassin est plus petit que cette pièce. Alors il y a une trappe où derrière il doit y avoir un plus grand bassin, je l'espère. Mais en tout cas, c'est minuscule et... c'est dérangeant. C'est dérangeant. Amélie, quand elle a vu les dauphins là, et en plus il y en avait un qui flottait, qui ne nageait pas, qui ne faisait rien. Et il était à l'entrebâillement entre deux bassins en fait. Et... il avait pas l'air très épanoui quoi. Et Amé, quand elle a vu ça, elle a fondu en larmes, en sanglots, et on est sorti de là vite parce que ça l'a déchiré le cœur de voir ces poissons, de voir ces animaux comme ça. Donc voilà, nous c'est ça qui nous déplaît. Ensuite, les boutiques à faire à Future World, on n'en a pas fait énormément. On en a fait beaucoup plus au World Showcase. Mais on n'en a pas fait énormément, mais il y en a quand même deux qui à mon sens sont incontournables. C'est la boutique Mouse Gear, qui est la plus grosse de Epcot. Elle est au milieu du parc. Elle est vraiment immense. Vous avez un coin, vous avez des articles spécifiques de ce parc. Vous avez des trucs, nous on a trouvé des choses là-bas qu'on ne voyait pas ailleurs. C'est vraiment une belle boutique. C'est vraiment une belle boutique. Vous avez de la cuisine. C'est là-bas d'ailleurs qu'on avait acheté notre tablier avec les snacks de Walt Disney World. Vous avez un coin avec Figment, avec des choses vraiment emblématiques de Epcot. Enfin vraiment, allez faire cette attraction. C'est pas une attraction. Ça pourrait d'ailleurs. Mais allez faire cette boutique parce qu'elle est vraiment sympa et puis c'est la plus grande. Et ensuite c'est la boutique que vous avez à la sortie de l'attraction Journey into Imagination with Figment. Ben, allez-y parce que là aussi il y a des articles spécifiques de Epcot. C'est là notamment que vous pourrez voir les Big Feet de Figment. Il y a parfois la Funko Pop de Figment en chef quand c'est la saison Food I Want Festival. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mugs sur Figment. Enfin voilà, il y a vraiment un merch sur Figment, vous le trouverez là-bas. Donc voilà, c'est les deux boutiques que je vous conseillerais de faire. Resto à faire là-bas, nous on n'en a pas fait. On n'en a pas fait, on devait en faire, enfin on avait sélectionné deux, on n'en a fait aucun des deux. Il y avait le Garden Grill restaurant qui se trouve encore une fois dans le bâtiment The Land. Et c'est un restaurant avec des personnages où vous avez Mickey, Minnie, il y a Tic Tac et je crois qu'il y a Pluto. Et ils sont en fermier, voilà. Et en fait, ce restaurant tourne tout doucement et du coup vous voyez notamment les plantations que vous voyez quand vous faites l'attraction Living with the Land, et ces plantations servent à ce restaurant en fait. Il y a Coral Reef qui est un restaurant
avec des produits de la mer qui avait l'air très sympa, qui est un restaurant à table. Le Garden Grid, je crois que c'est un restaurant à table ou que c'est un buffet, un des deux. Le Coral Reef, c'est un restaurant à table qui avait l'air très sympa. Et je suis obligé de vous parler de ce futur restaurant qui va ouvrir cette année ou l'année prochaine, je crois. Il va ouvrir du côté de Mission Space. Pourquoi? Parce que ce resto s'appelle Space 220. Et à mon avis, ça va être une expérience. On va partir manger dans l'espace. Donc il va y avoir tout un processus, toute une mise en scène où je pense que vous allez rentrer dans une capsule qui va vous envoyer dans l'espace. Et là, vous arriverez donc dans la salle de restaurant qui aura donc des vitres partout et vous verrez donc les étoiles, vous verrez les planètes. Voilà. J'ai trop envie de faire ce resto. C'est pas encore ouvert, mais si vous regardez cette vidéo plus tard et que c'est ouvert, allez-y, ce resto a l'air dingue. Je le connais pas, mais il a l'air dingue. Pour les persos à voir là-bas, donc nous on en a vu surtout un rare. Alors en ce moment il y a beaucoup de travaux. Epcot en ce moment, au moment où je tourne la vidéo et au moment où va sortir cette vidéo, à l'aube des 50 ans de Walt Disney World, ce parc c'est un chantier. C'est un chantier monumental. Donc il y a beaucoup de choses qui sont annulées, notamment ces persos, ces caractères à voir parce que les bâtiments sont en travaux. Mais nous on a eu la chance de pouvoir voir Baymax, donc j'espère qu'ils remettront ce personnage. Pourquoi pas le mettre dans le pavillon japonais d'ailleurs, vu que ça se passe là-bas. Mais au milieu du parc, il y avait une aire où il y avait des rencontres personnages. Et vous pouvez voir d'un côté Baymax et de l'autre côté vous pouvez voir Joie et Tristesse. Et c'était hyper cool de pouvoir voir ces trois personnages. Et chaque fois, nous on y est allé voir Baymax et il n'y avait jamais personne quoi. Donc c'est ça qui est bien à Walt Disney World, c'est que les rencontres personnages, ça se passe très bien. C'est pas comme chez nous, c'est la folie. Là-bas, ça tourne vachement et c'est bien régulé. Vous faites pas d'attente. Allez, on va terminer avec le World Showcase. Donc c'est tout ce qu'il y a autour de ce fameux lac avec tous les pays différents. Les attractions à ne pas louper, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai compté 2, bientôt 3. Bientôt 3 parce qu'il va y avoir Ratatouille et à mon avis il faut la faire. C'est peut-être la même que chez nous, donc si c'est vraiment la même que chez nous, n'y allez pas. Je sais pas encore parce que l'attraction n'est pas ouverte, elle ouvre au mois d'octobre cette année pour les 50 ans de Walt Disney World. Donc je sais pas, mais si c'est la même qu'à Disneyland Paris, honnêtement n'y allez pas et faites autre chose, faites la queue ailleurs si vous n'avez pas le temps. Si vous avez le temps, allez la faire, mais si c'est pas la même, ça peut être intéressant de voir cette version là. Mais sinon les deux vraiment à ne pas louper que moi j'ai fait et que j'ai beaucoup aimé, mais il y a Frozen Ever After bien sûr, qui est pour l'instant la seule attraction de ce type là sur cette thématisation là. Donc c'est sur Frozen, c'est sur la Reine des Neiges qui se trouve au pavillon norvégien. Cette attraction est très bien, vous montez sur une barque, vous voyez donc l'univers du dessin animé, c'est très bien fait, les audio animatroniques sont exceptionnels. À un moment donné vous avez un parcours qui se fait en marche arrière et puis vous avez une chute, pas une chute semblable à notre Pirate des Caraïbes à Disneyland Paris. Donc très sympa, très sympa cette attraction, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir ce que nous on va avoir au parc Disney Studios dans quelques années, je sais pas encore quand, mais dans quelques années, ça a été annoncé, donc c'est sûr on aura cette attraction. Pas comme ça évidemment parce que eux ils se sont adaptés vu que c'est une rethématisation, donc ils ont pris le même parcours de l'attraction qu'il y avait avant et ils ont thématisé avec la Reine des Neiges. Mais nous vu que c'est une création, peut-être qu'on va avoir des choses et des effets un peu inédits, des trucs vraiment top parce que ça sera fait pour l'attraction, donc moi j'ai hâte. Et la deuxième attraction, enfin la troisième si on compte Ratatouille, c'est Grand Fiesta Tour avec les trois caballeros. Je suis mitigé parce que cette attraction est un peu cheap, cette attraction est un peu vide, cette attraction ne fonctionne pas parce qu'il n'y a jamais personne. On l'a fait, allez 4 fois, on a dû la faire 4 fois. Mais si on l'a fait 4 fois, c'est que quelque part on l'aime bien. Vous montez dans une barque pareil et un peu à l'image de Small World, vous parcourez donc des décors où vous suivez Donald avec ses amis les trois caballeros
et vous le suivez au Mexique. Donc vous avez des incrustations de vidéos où vous avez des gens filmés donc en film, avec l'incrustation de dessins animés un peu à la Mary Poppins et à Roger Rabbit. Quelques audio animatronics à un moment donné, vous traversez un village mexicain, vous avez des piñatas, vous avez un Donald caché. C'est sympa, c'est pas ouf du tout. Mais c'est très sympa quand même, c'est fun, il n'y a jamais personne. Moi j'ai beaucoup aimé cette attraction. Et là on peut se demander, est-ce que l'attraction dont je vous ai parlé juste avant, Frozen Ever After, est-ce que s'il y avait eu l'attraction d'avant qui était sur, je crois que c'est sur les trolls ou un truc comme ça là, en Norvège, est-ce que ça m'aurait autant plu que la Reine des Neiges, que Frozen Ever After? Parce que je suis pas forcément pour les licences dans toutes les attractions. Par exemple à Disneyland Paris, j'aurais horreur qui me change Phantom Manor en une licence d'un dessin animé Disney. Je sais pas moi, si dans quelques années il y a un dessin animé Disney qui sort sur une maison hantée, tout ça, et que ça marche à fond, et s'il me le remplace, ça serait dommage parce qu'on perdrait l'identité de cette attraction. Là, en rethématisant Frozen Ever After, on a perdu l'identité de l'attraction initiale, sauf que à la base elle marchait pas. Elle marchait pas et maintenant elle marche de fou. Et la queue est affreuse, elle est affreuse. Vous faites que des serpentins, vous partez, vous revenez, elle est horrible cette file. Et là je me pose la question, Grand Fiesta Tour, l'attraction est un peu cheap, on l'aime bien, mais elle est un peu cheap. Mais est-ce que ça serait pas plus mal de mettre une attraction Coco? Ou est-ce qu'il faudrait garder cette attraction originale? Voilà, ce que je vous disais, je suis pas forcément pour amener des licences dans les attractions originales, sauf que cette attraction ne marche pas. Elle est mignonne, mais elle marche pas. Une attraction comme le Spaceship Earth, dont je vous ai parlé au tout début, qui est dans la géode, dans la boule d'Epcot, si on amenait des licences Disney là-dedans, ça n'aurait aucun sens parce qu'elle marche à fond cette attraction. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Là, celle-là, Grand Fiesta Tour, elle marche pas. Donc, rethématiser en Coco, ça pourrait redynamiser, ça pourrait marcher. Évidemment, Coco, c'est le pavillon mexicain, ça colle à l'univers. Ça serait, moi, je trouve que ça serait pas mal. Attraction à laisser de côté au World Showcase, il n'y en a pas parce que on n'en a pas fait assez pour en connaître des décevantes. Voilà, il doit y en avoir, mais vu qu'on n'a pas tout fait, je peux pas vous dire. Les boutiques à faire, alors moi je vous conseille de faire toutes les boutiques de tous les pavillons parce que dans toutes les boutiques vous avez des articles propres à la nationalité. Vous allez aller dans une boutique du Canada, vous allez avoir des Spirit Jersey du Canada, vous allez avoir du sirop d'érable, vous allez avoir des trucs sur le Canada. Dans le pavillon anglais, vous allez trouver des Spirit Jersey sur l'Angleterre, vous allez trouver du thé anglais, voilà, des produits anglais. En France pareil, vous allez trouver du vin, du parfum, de la lavande, vous avez un petit coin de Provence avec des tissus provençaux, tout ça. Ce qui est chouette là-bas, c'est que dans tous les pavillons, tous les cast members qui travaillent dans chaque pavillon sont de la nationalité du pavillon. C'est-à-dire qu'en France, vous trouverez des cast members français. Alors vous avez le nom, par exemple Anthony, et dessous vous avez marqué qui viennent par exemple de Nîmes en France. Voilà. D'ailleurs ça me fait penser qu'on avait croisé une qui s'appelait Inès et qui venait de Nîmes aussi. C'est pour ça peut-être que je dis ça. Voilà, donc en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne vous avez des anglo-saxons, des anglais qui travaillent là-bas, au Canada des canadiens, au Maroc des marocains, et ainsi de suite, vous avez compris. Et ça c'est cool. Et moi je trouve ça très très cool. Donc je vous conseille vraiment de faire toutes les boutiques pour voir un peu tout. Mais si je devais vous résumer, vous parler de 3 boutiques vraiment à faire, à pas louper, c'est la boutique de Tokyo, du pavillon japonais. Je dis Tokyo mais rien à voir. La boutique du pavillon japonais, elle est géniale parce que vous avez des articles kawaii de partout. C'est surprenant de voir ça à Disneyland Paris. Mais vous avez du Pikachu, du Totoro, vous avez des trucs que je connais même pas. Vous avez un stand où vous pouvez acheter des vrais kimonos. Vous pouvez acheter des petites claquettes, vous savez, comme les japonais en bois là, avec la petite lanière en tissu noir là. Je crois qu'il y a des sabres, mais ça doit être des faux. Voilà, vous avez tout ça et c'est hyper drôle de voir ça. Et de voir les japonais qui vous parlent,
c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Faites cette boutique. Parce que, ouais, j'allais dire faites cette attraction, mais faites cette boutique parce que, oui, pour le coup, c'est vraiment une attraction à part entière, quoi. Et la boutique du Maroc, c'est un souk. Vous êtes dans un souk et c'est vraiment trop beau. Pas forcément pour les articles que vous allez pouvoir y trouver, mais vraiment parce que les lieux sont beaux. Voilà, vous êtes dans un souk marocain et c'est vraiment hyper beau et c'est dépaysant et vous êtes là-bas. Pour être allé, moi, au Maroc, je me suis reconnu, j'ai reconnu ce que j'avais vu là-bas. Et la boutique française, pour voir des produits qu'on connaît nous, pour pouvoir voir des Français, vous allez voir que forcément les cast members, ils vont vous interpeller, ils vont vous parler, parce que les Français, ils sont contents de voir des Français, de dire ah vous êtes Français, oh mais vous êtes du Sud, vous êtes de chez nous. Voilà, il y a un échange avec les cast members français qui est vraiment sympa. Et puis même vous allez être content de parler français quand vous partez à Walt Disney World pendant 2 semaines et que là vous arrivez, vous pouvez parler français parce que vous êtes à la maison, quoi, et c'est vraiment super bien. Les restos à faire dans le World Showcase, j'en ai sélectionné 3-4, on en a fait un seul. C'est la Cantina de San Angel qui est au bord du lac sur le côté Mexique. Et c'est un quick service. On avait pris, je crois qu'on avait pris des bols. Là-bas, c'est très commun de manger ça. Ils vous mettent des effilochés de porc. Vous avez du poulet aussi ou du bœuf. Des effilochés de porc avec des légumes. Et vous avez tout qui est mélangé là et vous mangez ça. Et c'était vraiment hyper bon. Et ce qui était très sympa, c'est que vous êtes au bord du lac le soir et ça vous permet de voir le show nocturne d'Epcot directement depuis votre table. Donc allez-y assez tôt si vous voulez de la place, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à faire ça, mais c'est vraiment un bon plan. Il y a aussi le restaurant San Angel Inn Restaurant qu'on voulait faire et qu'on n'a pas fait, qui est à l'intérieur, là où il y a la grande pyramide du Mexique, et c'est là où il y a l'attraction des 3 Caballeros. Et ça a l'air super bon, c'est un restaurant à table. Vous êtes comme sur une place de marché au Mexique, dans un village mexicain, en pleine nuit. Vous avez un ciel étoilé, c'est calme, il y a des petites musiques. Rien que le cadre, il est super beau, donc je pense qu'on doit bien y manger. Moi j'avais trop envie d'y aller et bon, on l'a pas fait, mais je pense qu'on le fera, donc ça a fait partie de nos recherches, donc je partage. Parce que peut-être que c'est pas très bon, hein, mais en tout cas, c'est à tester. Il y a le Cellier, qui est un restaurant au pavillon canadien, et apparemment il a de la très bonne viande, donc moi je voulais l'essayer pour ça. Et le Katsura Grill, qui est le restaurant quick service du pavillon japonais, qui avait l'air très très sympa aussi. Et enfin, les personnages à voir au World Showcase, il y en a quelques-uns quand même, et il y en a des inédits, notamment Mulan. On la voit pas partout, Mulan, dans sa tenue de geisha qui est très très belle. Vous la voyez au pavillon chinois. Anna et Elsa, que vous pouvez voir en meet and green, c'est régulier, elle y est tout le temps. Et c'est au pavillon norvégien. Aladdin et Jasmine de temps en temps au pavillon marocain. Et vous avez aussi Donald en mexicain. On l'a vu. On n'a pas fait la photo, on n'a pas fait la file d'attente, mais on l'a vu et franchement il était trop mignon avec son gros chapeau mexicain là. Vous pouvez le voir, donc il est sur le côté de la grande pyramide au pavillon mexicain. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur Epcot. Voilà le zoom sur Epcot land par land. Alors c'est pas vraiment des lands, hein, c'est des parties, c'est un peu particulier comme parc. Mais voilà, les attractions à faire, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira pour votre organisation à Walt Disney World, à Epcot. Et c'est un parc franchement qui mérite d'être visité. Honnêtement, c'est un parc qui mérite d'être visité. Allez-y, faites les attractions dont je vous ai parlé. Faites même celles dont je vous ai pas parlé pour aller découvrir autre chose. Et c'est ce que je ferai moi la prochaine fois que j'y retournerai. Mais allez-y parce qu'il mérite vraiment d'être visité. C'est un très très beau parc. Moi je le trouve très très beau. Très différent. Et pourtant la touche Disney est là. Ouais, c'est un parc très agréable. Très très agréable. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos les samedis à 9 h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao.